Merci beaucoup. Donc je remercie les organisateurs pour ces journées vraiment merveilleuses où je pense que la génétique touche à tous les aspects de la vie. Je pense que c'est vraiment ce qu'on a vu pendant ces quelques jours et c'était sublime. Donc je vais vous parler un tout petit peu de mon travail avec 3 points. Donc déjà, je vais essayer de répondre à une question qui est assez franco-française, mais y a-t-il des gènes dans le cerveau humain ? La deuxième, je vais vous parler d'un peu de la génétique de l'autisme. Et puis, je vais faire 3 propositions qui ne sont pas vraiment mes propositions, qui sont plutôt un courant qui arrive en particulier dans la recherche sur les vulnérabilités génétiques en psychiatrie. Donc, y a-t-il des gènes dans le cerveau humain ? Donc, vous avez peut-être déjà la réponse, mais pour beaucoup de gens, je pense que les gènes vont jusque-là. Et il y a un moment où ça s'arrête. Là, je ne sais pas s'il y a des cellules. Donc les gens savent qu'il y a à peu près... Donc jusque-là, ça va. On peut dire qu'il y a un gène, il y a un phénotype, ça gêne personne. Mais bizarrement, ici... Alors déjà, c'est jamais un gène. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire non, c'est un gène. C'est toujours beaucoup de gènes. Parce qu'ici, on peut dire qu'il y a un gène pour un phénotype, mais dans le cerveau... Même les gens qui pensent qu'il y a des gènes dans le cerveau, c'est jamais un seul gène, ça sera toujours beaucoup de gènes, et puis il y aura toujours l'environnement. Voilà. Alors qu'ici, on peut faire de la génétique. Alors, j'ai pas listé... Alors, je dis que c'est franco-français, mais en fait, donc c'était il y a un petit moment, en France ça résiste, mais même Wallace, qui se disait darwinien, disait... je suis darwinien jusque-là, mais là, il y a peut-être quand même quelque chose d'autre. Enfin, c'est très très joli. Et la correspondance entre Darwin et Wallace. Donc, Darwin, à un moment, lui écrit, il est super énervé de ce que dit Wallace sur le cerveau, et il dit « J'espère que vous n'allez pas me tuer notre enfant ». Donc, mais depuis, en Angleterre, ils savent qu'il y a des gènes impliqués dans le cerveau. Donc voilà, donc j'ai pas listé toutes les raisons pour lesquelles on pense qu'il y a peut-être pas de gènes, ou en tout cas que c'est différent dans le cerveau. Et évidemment le libre arbitre, c'est-à-dire que si jamais on a des gènes, est-ce que vraiment on est libre de nos actions. Et je peux comprendre, hein, je suis pas en train de dire que dans le cerveau est pas quelque chose de différent, mais en tout cas c'est difficile de travailler sur le cerveau. Parce qu'il y a beaucoup d'a priori. Donc, on travaille sur ce cerveau, et le cerveau en particulier, enfin le cerveau humain, on ne connaît pas grand-chose. Mais alors là où on connaît encore moins, c'est quand 2 cerveaux commencent à discuter ensemble, où là, on pense qu'on sait, ce qui est pire encore, et on ne connaît pas grand-chose sur le cerveau social. Donc on sait qu'il y a des personnes, donc à Pasteur, on a cette approche. Donc moi, tu as dit que j'étais tout de suite intéressé par l'aspect biomédical, mais enfin j'ai commencé par la mitochondrie pomme de terre, donc j'étais pas non plus complètement... Mais bon, petit à petit, je suis allé vers le monde médical, et en particulier à Pasteur, avec cette approche très très fondamentale de comprendre le cerveau social, et puis que notre recherche fondamentale puisse aider les personnes qui ont en tout cas un cerveau social atypique dans l'autisme ou dans d'autres troubles qui vont toucher le cerveau social. Donc pour faire ça, on est plusieurs, et donc je dis toujours, est-ce que vous voyez où est le psychiatre ? Donc le psychiatre est là, il y en a une autre ici, là c'est un neurobiologiste, il y a un bioinformaticien, une fille qui écoute les souris chanter, et d'autres des biochimistes. Et on est tous dans le même laboratoire, autour de la même machine à café, à discuter du cerveau social et à essayer de comprendre ce cerveau chez l'homme. Et donc on travaille principalement sur l'autisme, qui est caractérisé, ou je dis les autismes, parce que c'est très très variable, vous allez voir, donc qui est caractérisé par le DSM-4 et le DSM-5, qui sont les bibles de la psychiatrie américaine, par un déficit des interactions sociales, des stéréotypies. Et donc dans le DSM-5, le langage a disparu, ce qui est assez clair, parce que en fait, certaines personnes avec autisme de type Kanner ont quasiment pas de langage, donc n'ont pas de langage. Et puis les personnes avec syndrome d'Asperger, eux, ont un langage tout à fait approprié, même voire très très riche. Donc c'est un vrai continuum de sévérité.
Au laboratoire, on travaille sur tout le spectre, c'est-à-dire les personnes avec déficience intellectuelle, les personnes sans déficience intellectuelle, et on essaie de comprendre vraiment les personnes et pas que l'autisme que l'on voit sur TF1 ou à Hollywood. Donc c'est vraiment des personnes qui sont extrêmement sévèrement atteintes ou des personnes qui sont avec des fonctions cognitives tout à fait hautes. Alors la prévalence, c'est à peu près, on peut parler pendant 2 heures de la prévalence de l'autisme, c'est à peu près 1% maintenant. Dans le New Jersey, c'est une personne sur 49. Donc aux États-Unis, il y a je vais en reparler un petit peu, une épidémie d'autisme. Il y a 4 garçons pour une fille pour l'autisme type de Kanner, et puis 8 garçons pour une fille pour le type d'Asperger. On ne sait toujours pas pourquoi il y a plus de garçons que de filles, c'est un point sur lequel Jean-Louis aussi travaille. Ce qu'on est sûr, on vient de publier un papier qui montre que les diagnostics, on est très mauvais pour diagnostiquer l'autisme chez les filles, et en particulier le syndrome d'Asperger. Donc je pense qu'il y a un biais de diagnostic pour les filles. Alors, voilà, ça c'est la prévalence de l'autisme, l'augmentation aux États-Unis de la prévalence de l'autisme. Donc aux États-Unis, on parle d'épidémie de l'autisme, donc tout a été incriminé plus ou moins. En Europe, on est un peu moins alarmiste. Ça, c'est un travail de Christopher Gillberg en Suède qui a repris des données des traits autistiques, c'est-à-dire des études épidémiologiques qui regardent les traits autistiques dans la population. On voit que ça ne varie pas trop. Par contre, les cas d'autisme diagnostiqués augmentent. Et j'ai eu la chance de rencontrer Stephen Shore, qui est une personne avec Asperger, assez extraordinaire, et qui a écrit L'autisme pour les nuls, qui a été traduit en français par Chovanec, qui est aussi une personne avec Asperger assez extraordinaire. Et Stephen Shore, donc, à une conférence à New York, disait, vous savez, l'autisme, ça a augmenté autant que les paquets FedEx ces dernières années. N'y voyez pas là une corrélation, mais bon. Et il dit un truc très très joli, il dit, est-ce que vous voyez ce qu'il y a entre le E et le X? Voilà, donc il y a une flèche. Et il dit en fait, donc moi je ne savais pas, mais maintenant chaque fois que je vois un paquet FedEx, je vois la flèche par contre. Et il dit voilà, l'autisme c'est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il était là mais vous ne le voyez pas, on ne le voyait pas. Et donc ces 2 messages, je pense effectivement l'autisme était là et en fait c'est de plus en plus diagnostiqué. Et en plus, je trouve que des personnes qui réfléchissent comme ça, c'est pas mal, et qu'il faudrait faire attention en disant on va soigner l'autisme, il faudrait peut-être savoir un peu ce que c'est avant de vouloir le soigner. Donc, j'adore la double hélice d'ADN, c'est vraiment, ça fait une partie de ma vie, mais je rêverais de travailler en épigénétique, et quand je serai un peu plus vieux, je suis sûr que je travaillerai sur l'environnement. Donc, j'adore la double hélice d'ADN, mais je ne pense pas que tout est là. En même temps, je crois que j'ai encore du travail à faire sur l'autisme. Donc on travaille sur cet aspect-là, mais sans oublier qu'il y a d'autres aspects. Donc ça, c'est un peu ma façon de voir. Je pense que les jeunes n'ont rien à faire du DSM-4. Ils n'ont probablement pas lu non plus le DSM-5. Et pourtant, dans le domaine, on essaye de trouver un gène pour une page de ce livre. Donc un gène pour l'autisme, ou des gènes pour l'autisme, des gènes pour l'hyperactivité, des gènes pour la schizophrénie. Alors je pense que c'est beaucoup plus un cocktail, et on le voit maintenant que certains gènes vont être des facteurs de vulnérabilité à différents troubles psychiatriques, et que ces catégories, à mon avis, ne représentent pas grand-chose. Alors, Temple Grandin, qui est une personne avec autisme aux États-Unis, dit que l'autisme est un trouble ou un désordre extrêmement variable. Donc ça, c'est vraiment le message, un des messages pour le phénotype qui est vraiment le message à garder. C'est très, très, très variable. Et Simon Baron-Cohen, avec qui on collabore, a fait des tests. Donc si vous voulez, vous pouvez aller à www. Il y a même une application iPhone, donc si vous voulez faire le test, c'est le quotient autistique. Donc c'est 50 questions. Donc comme dit un ami, il faut être un peu autiste pour répondre aux 50 questions, parce qu'en plus elles sont un peu compliquées. Donc... Et si vous avez un score entre 0 et 5, vous n'êtes pas du tout autiste. Si vous avez un score entre 45 et 50, c'est pas grave, mais enfin probablement vous êtes un petit peu dans le spectre de l'autisme. Et voilà la distribution dans la population sans diagnostic d'autisme, et puis voilà la distribution dans la population des personnes effectivement
qui ont un autisme et qui savent lire et répondre à 50 questions. Donc c'est les autismes de Cambridge, en gros, là où travaille Simon. Donc ce qu'on voit, c'est que les traits autistiques sont répartis dans la population, que c'est un aspect assez continu, et qu'en fait, de penser autisme atteint, pas atteint, est probablement une grosse erreur dès le départ. Alors ça, c'est les tests, vous voyez pas bien, mais ça, c'est les traits autistiques dans la population générale, chez les filles et chez les garçons. Et donc ça a été répliqué plusieurs fois. Les garçons ont tendance d'être un peu plus autistes que les filles, ce qu'on voit tous les jours. Et en tout cas, moi, je l'ai fait 3 fois, le test. J'ai toujours à peu près la même réponse. Je crois que j'ai 11 ou 12. Et donc, je suis moins autiste que la moyenne des filles. Ce qui est peut-être pas terrible pour moi, parce que, comme dit Asperger, pour avoir un peu de succès en sciences et en art, une petite touche d'autisme est essentielle. Donc, l'idée du laboratoire, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le cerveau social, et c'est pas de normaliser. Je pense que ça, c'est un point qu'on peut discuter. Donc, le génotype. Donc là, j'ai pas besoin de faire trop de définition, mais voilà, c'est à peu près une partie de votre génome. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a ces variants que j'appelle verts qui ne vont pas avoir une influence très très forte sur le phénotype, des variants orange qui vont faire que vous êtes brune ou blonde, ce qui n'est pas catastrophique, et puis des variants qui vont faire que vous êtes malade ou pas, qui vont avoir un effet très fort. Voilà, donc ça, on a à peu près un SNP toutes les 1000 paires de bases chez l'homme. Et puis on a ces fameuses variations du nombre de copies, où cet enfant ici a perdu 5 millions de paires de bases avec tous ces gènes, ou a gagné 1 million de paires de bases. Et donc ça aussi, de nouveau, il y a des CNV qui sont verts, orange et rouge. Et je dis toujours, quand on séquence l'ADN, on n'a pas la couleur. C'est-à-dire que c'est tout le travail du laboratoire de savoir qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui est orange, qu'est-ce qui est rouge. Et donc, il y a quelques années, j'ai identifié ces premiers gènes impliqués dans l'autisme qui codaient des protéines synaptiques qui s'appelaient neuroligines, qui se fixent aux neurexines. Et puis après, on a identifié des mutations dans des protéines d'échafaudage synaptique. Donc, juste pour vous montrer un peu par exemple, ça, c'est la première famille qu'on avait identifiée avec un garçon avec autisme et son frère avec syndrome d'Asperger. Donc, ce garçon voulait être... il voulait être infirmier, puis après il voulait être chauffeur de taxi, il connaît toutes les rues de Göteborg, il peut les dessiner par cœur. Et ces deux garçons avaient une mutation STOP de la neuroligine 4, qui est sur le chromosome X, ici. Et donc j'avais pensé à la neuroligine 4 parce qu'il y avait des délétions de cette partie du chromosome X chez les personnes avec autisme. Donc by the way, il y a une petite mutation. Donc, on a parlé du chromosome Y hier. Il y a un gène, neurogène 4Y, qui est vraiment soumis avec pression de sélection et qui est uniquement chez les garçons. Donc, je me demande si ce n'est pas un facteur de prédisposition des garçons. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on avait séquencé cette famille, 150 familles, on n'avait trouvé qu'une famille qui était mutée pour ce gène. On a regardé neurogène 3 qui était sur le chromosome X, et on a trouvé une mutation arginine 451C ici, qui était dans un domaine très très conservé. Donc, on n'avait que 2 familles à l'époque, donc on était à peu près là. C'est-à-dire qu'on n'avait pas trouvé le gène impliqué dans l'autisme, mais par contre, si cette protéine était impliquée, pourquoi pas celle-là et celle-là et celle-là, donc un peu comme un fil d'Ariane, si on pouvait retrouver ce fil d'Ariane. Donc, 10 ans plus tard, voilà le fil d'Ariane. Donc ça, c'est Guillaume qui a mis les chromosomes 1, 2, 3, 4, et puis il a mis tous les gènes qui sont maintenant impliqués dans l'autisme. Et au milieu, voilà, donc ça c'est l'interaction protéique avec en particulier toutes les protéines synaptiques qui jouent un rôle. Donc c'est très très hétérogène génétiquement. Donc il y a des gènes impliqués dans l'autisme. Je le dis parce qu'on ne sait toujours pas, au bout de 10 ans, c'est un peu... Et donc il y en a beaucoup. Par contre, ils convergent vers des voies biologiques. Donc il y a la synapse, il y a le remodelage de la chromatine. Alors, l'intérêt, c'est de trouver des gènes, mais d'essayer de comprendre leur fonction. Et donc, ce qui était assez extraordinaire avec les neuroligines, c'est que si vous mettez des neuroligines, même dans des cellules de rein, et que vous les cultivez avec des neurones, ça va faire des synapses. Et là, voilà, par exemple, ça, c'est des neuroligines où on a mis
le gène dans les neurones, et on voit des synapses qui se forment. Et ça, c'est ce qui se passe quand on met la mutation qu'on avait identifiée chez les patients autistes et Asperger. Donc là, il n'y a pas besoin d'être neurobiologiste pour voir que la capacité de la neurogène 3 de créer des synapses est totalement altérée. Donc on a fait beaucoup de travaux. Ça, c'est un travail qui n'est pas de mon laboratoire, qui est de Peter Scheifele. Après, on a fait beaucoup de travaux sur les protéines Shank. Et en gros, on voit des problèmes. Quand on a ces mutations, on voit des problèmes de connectivité. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, ça, c'est la diapositive la plus importante, je pense, de mon talk ici. C'est une vraie hétérogénéité en termes de gènes, et c'est aussi une vraie hétérogénéité en termes d'architecture génétique. Donc je dis maintenant que j'ai mes copains monogéniques qui pensent que l'autisme, c'est comme ça. C'est-à-dire que les parents n'ont rien, l'enfant a une mutation de novo, il est autiste. Et il y a des formes comme ça. Et j'ai des copains polygéniques qui n'ont rien à faire de ces formes-là, et qui, eux, pensent que l'autisme, c'est l'accumulation de beaucoup de variants à faible effet chez les parents, qui ont peut-être d'ailleurs des petits traits autistiques, et puis ça s'accumule chez l'enfant, et l'enfant est autiste. Et c'est mes copains tous les deux. Hein, donc, et au laboratoire, on a des copains monogéniques et des copains polygéniques, et on discute. Et donc, c'est pas pour dire qu'il n'y a que ça ou que ça, mais je pense qu'il y a tout un gradient. Pour les enfants avec autisme et déficience intellectuelle, on retrouve quand même ces formes de novo assez souvent, maintenant à 20-30%. Alors, je n'appellerais pas ça des formes monogéniques toujours, parce que c'est vraiment un vrai cocktail quand même. Et puis, peut-être les personnes avec autisme sans déficience intellectuelle, on est plutôt peut-être sur un modèle polygénique. Mais de nouveau, le cerveau, à chaque fois, il faut que ça soit polygénique, parce qu'il faut que ça soit complexe dans le cerveau, donc il faut que ça soit polygénique. Mais je peux vous assurer qu'il y a des formes monogéniques d'autisme, ou apparemment monogéniques. Voilà, par exemple, ça c'est une forme qu'on avait identifiée. Donc les neuroligines sont là, et elles peuvent se fixer à d'autres protéines, comme la protéine Shank3 ici, qui est la protéine d'échafaudage de la synapse. Donc on avait trouvé des délétions donc c'est des enfants très sévèrement atteints avec autisme et déficience intellectuelle. Et ces deux enfants ici avaient reçu une mutation de la mère. Donc moi aussi j'ai fait rose pour le chromosome maternel et bleu pour le chromosome paternel, je m'en excuse. Et donc ils avaient reçu la mutation de la mère. Mais par contre, quand on a regardé dans le sang et dans les cellules buccales de la mère, on n'a pas vu la mutation. Donc probablement cette maman a la mutation dans les oocytes et elle l'a transmise, donc c'est une somatique mosaïsme germinal, à ses deux enfants. Et donc cette famille était très importante à l'époque parce que quand j'ai commencé à travailler sur l'autisme et les gènes, on m'avait dit tu ne trouveras pas parce qu'il n'y a pas de gènes impliqués dans l'autisme. Et puis après, petit à petit, on m'a quasiment les mêmes personnes, hein, tu ne trouveras pas parce qu'il y en a trop. Mais en gros, le message, c'est que tu ne trouveras pas. Et là, ce qui avait été extraordinaire, c'est que ce n'était pas un gène, c'était une copie. D'accord, une copie. Là, on avait la chance que le papa ait donné le chromosome bleu clair et le chromosome bleu foncé ici, donc probablement pas quelque chose de récessif derrière. Et donc, une seule copie mutée, et on avait un autisme très sévère. Et ce dosage, cet effet de dosage a été illustré par cette famille où on avait une petite fille qui avait perdu ce gène Shank3 et qui avait quasiment pas de langage, et son frère qui, lui, avait 3 copies du gène Shank3, parce que le papa a une translocation. Et ce garçon a appris le langage de façon précoce, il a un très large vocabulaire, il parle de façon un peu pédante, et il a un syndrome d'Asperger, enfin, donc il n'a pas de problème de langage du tout, mais par contre il a des gros problèmes d'interaction sociale, des stéréotypies. Et maintenant on a d'autres cas de duplication avec des hyperactivités et avec des formes un peu Asperger. Alors, récemment, on a fait une méta-analyse de toutes ces mutations. On a pu trouver des mutations dans Shank1, dans Shank2, dans Shank3. Shank3, donc c'est vraiment le modèle monogénique, hein, avec papa qui n'a rien, maman qui n'a rien, puis l'enfant qui a une mutation, papa qui n'a rien, maman qui n'a rien, et l'enfant qui a une mutation. Et on a pu, quand on séquence ce gène, donc pour les aficionados du séquençage, il est hyper riche en GC, c'est une catastrophe pour les exomes et plein de choses, mais en tout cas, on peut séquencer ce gène avec difficulté et on trouve 1 à 2% des personnes avec autisme, avec déficience intellectuelle, qui sont mutées dans Shank3. Donc vous allez me dire, c'est rien du tout. En fait, c'est un des gènes majeurs de l'autisme en termes de prévalence. Donc vous voyez que les autres sont encore moins fréquents.
Et je trouve que ça, c'est le travail qu'on a fait. C'est un peu une éloge à la psychiatrie, je trouve, parce que on a regardé le quotient intellectuel de toutes les personnes qu'on a étudiées dans notre laboratoire, et puis ce qu'on appelle le Autism Diagnostic Interview, c'est le score de l'autisme. Donc plus vous scorez plus fort, plus vous avez de problèmes d'interaction sociale, de communication verbale ou non verbale. Et on voit que les patients avec des mutations SHANK1, ils ont des QI tout à fait dans la norme. SHANK2 sont intermédiaires, et puis les patients SHANK3 sont très sévèrement atteints. Donc je dis c'est une éloge à la psychiatrie parce que ces gènes qui se ressemblent, quand même, c'est des protéines, je ne vais pas rentrer dans le détail de où est-ce qu'elles sont exprimées, mais on a dit que l'autisme, c'était un peu n'importe quoi. En fait, effectivement, il y a des enfants très sévèrement atteints, moins sévèrement atteints, et pourtant, c'est des protéines quasiment pareilles. Voilà, et donc on est allé un peu plus loin, on a regardé qu'est-ce que ça fait chez la souris quand on casse ces gènes. Donc ça, c'est la souris, ça, c'est Elodie. Et elle a regardé, donc la première chose qu'elle a vue, c'est, voilà, ça c'est une petite souris dans une bassine, ça, c'est pas très passionnant. Et ça c'est la petite souris SHANK2, et on va voir que elle court dans tous les sens. Et je dis toujours, si une petite souris va dans une clinique comme ça, elle va voir directement le spécialiste de l'hyperactivité, elle va pas voir le spécialiste de l'autisme. Donc ça c'est la première chose qu'on voit. Après, on a vu d'autres aspects. Elle sautait plus que ses frères et sœurs sauvages. Elle se toilettait plus. La souris SHANK3 se toilette beaucoup. Donc ça, c'est vraiment un des phénotypes importants. Et puis, donc, croyez, Elodie, elle a fait plein de tests. Elle a fait plein de statistiques. Je vous montre, tout est publié. Donc, et là, c'est un test qu'elle a fait. Donc, c'est un mâle et on va lui mettre une femelle en chaleur dans la cage. Donc, voilà, ça, c'est le comportement classique, en tout cas à l'Institut Pasteur, pour deux souris. Voilà, donc le mâle est là, la femelle est là, et donc voilà, ça c'est. Et là, par contre, là c'est le mâle SHANK2. Et je vous assure qu'il y a 10 ans, quand on a identifié ces gènes, je ne pensais pas qu'on allait trouver des choses, des phénotypes aussi. Alors c'est pas qu'il a. Alors d'abord, c'est pas qu'il n'est pas intéressé par les filles, parce qu'on a fait garçon-garçon, fille-fille, on voit que les interactions sociales sont altérées. Et c'est pas qu'il n'est pas intéressé, mais on a vraiment l'impression qu'il a, bon, ça va pas. Et bon, je vais pas passer, mais il a une certaine, oui, il va suivre, mais il a une certaine anxiété. Bon, en tout cas, c'est les choses. Si vous voulez venir à Pasteur pour voir le reste des films, bienvenue. Et donc, Elodie, Elodie, c'est une spécialiste de la vocalisation animale. Elle écoutait les babouins vocaliser au Nigeria. Et en fait, on enregistre ses souris. Et on a montré qu'elle vocalisait moins et différemment. Voilà, donc je vais passer. Je suis désolé, je vais passer très vite parce que j'ai entendu la sonnerie. Donc ça, c'est un de mes copains polygéniques qui a posé la question de savoir quelle était la part des variants communs pour l'architecture du cerveau. Donc je vous passe les diapos, mais en gros, on arrive, ce qui est assez perturbant, mais on arrive avec 200 000 SNP à expliquer 50% de la variance du cerveau, de la taille du cerveau des personnes. Voilà, donc c'est un vrai cocktail, on est en train de travailler, on fait le génome complet de ces patients, même ceux pour lesquels on a trouvé des mutations, pour essayer de faire. Donc 3 positions pour la recherche, mes 3 dernières diapos, quasiment. Moins de catégories, plus de dimensions, donc on va dans ce sens-là, c'est-à-dire que Thomas Insel, qui était le directeur du NIMH, a pris la position très claire de dire qu'il n'allait plus financer des travaux basés sur le DSM-5 et qu'il allait baser des travaux sur des données plus quantitatives, ce qui était assez extraordinaire. Donc maintenant, il a quitté le NIMH, il est chez Google, mais ça prouve. Et puis la proposition 2, donc plus de recherche sur la diversité génétique et plus de partage. Je pense qu'on va dans ce sens-là. Donc, si on n'avait fait qu'un seul génome, je pense qu'on n'aurait pas grand-chose comme données. C'est pareil pour le cerveau. Il faudrait vraiment faire énormément de cerveau. Et puis que ces données soient partagées. C'est assez inquiétant. Je ne sais pas quel est je pense que l'Académie devrait aussi vraiment faire un travail pour qu'on partage. Je pense qu'il n'y a pas assez de partage de données, en particulier en France. C'est pas très, on n'est pas très bon. Voilà, et les patients, les apparentés sont des acteurs de la recherche, donc ça c'est vraiment quelque chose qui se met en place de plus en plus pour essayer de comprendre quels sont vraiment ces phénotypes. Et donc ça c'est Jean-Louis qui a mis ça en place, ce site qui fait appel aux patients directement ou aux familles.
Je pense que c'est un point important. Voilà. Pourquoi trouver des jeunes impliqués dans l'autisme? Pour moi, la réponse est pour trouver le meilleur environnement. On n'a pas parlé de la réaction de normes, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'adore cette phrase. Donc le génotype ne détermine pas le phénotype, il va déterminer la réaction de normes. C'est-à-dire que pour certains génotypes, si on met la sévérité de l'autisme, pour certains génotypes, les gens vont être sévères, quoi qu'il arrive, quel que soit l'environnement, et puis des fois, on va avoir des aspects différents. Voilà, donc c'est pas comme ça, c'est probablement un peu plus comme ça, avec des gens qui sont mutés là, qui sont mutés là, qui sont mutés là. Et comme dit Lorna Wing, si vous avez vu un enfant avec autisme, vous avez vu un enfant avec autisme. C'était une psychologue anglaise qui est décédée l'année dernière, qui a remis au goût du jour le syndrome d'Asperger. Voilà, ça c'est l'argent, c'est important. Et les familles, j'adore ce titre, No Mind Left Behind. Donc c'est un congrès sur le social brain. Je dis toujours à mes copains généticiens ou neurobiologie, c'est super l'ADN et les synapses, mais c'est important aussi, si vous travaillez sur l'autisme, de lire ce que disent les personnes avec autisme. Et ça, c'est un papa qui a fait une petite bande dessinée sur sa fille qui découvre qu'elle est autiste. Et sur le t-shirt, il y a marqué je suis unique comme tout le monde. Voilà. Comme généticien, c'est le message. Merci. Merci beaucoup Thomas, une très belle présentation. J'ouvre la partie questions. Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser ? Quel est le positionnement de cette belle communauté qui s'intéresse à ce phénomène si important par rapport aux travaux qui commencent à indiquer qu'il peut y avoir un rôle de microbiome dans l'autisme? Alors, il y a une liste de questions normalement je mets, qu'il ne faut pas me poser. Donc celle-là, ça fait pas... Où est l'autisme dans le cerveau aussi, il ne faut pas me poser. Voilà, donc, alors, pour le microbiote, alors je pense que le microbiote, mais ça, vous êtes bien placé pour le savoir, il y a une... je ne vois pas ce qui n'a pas été associé au microbiote, et l'autisme, en tout cas, ça a été associé aux jours de pluie, donc je pense que le microbiote, vous devez y passer. Donc les données chez les patients sont très, 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 très faibles. Le dernier papier, qui est vraiment super bien fait, il a été publié dans PLOS ONE, donc personne ne l'a vraiment regardé, et il a été fait par la Simon Foundation, où il y avait un garçon autiste, ou un patient autiste et son frère et sa sœur dans la même famille, donc ça c'est le design de la Simon Foundation. Ils n'ont rien vu. Donc chez l'homme, il n'y a pas beaucoup de data. Là où tout le hype sur le microbiote et autisme est arrivé, c'est cette fameuse souris qui avait des traits autistiques. Donc moi je travaille chez la souris, j'adore la souris, mais enfin... Cette souris, il faut voir que c'est la souris de Patterson, qui était un chercheur extraordinaire. Cette souris, il y a 10 ans, était schizophrène. Voilà, donc maintenant, elle est autiste. Bon, pourquoi pas, peut-être que dans quelques mois, elle va être Alzheimer, mais en tout cas, c'est ça qui donne la montée de l'autisme et le microbiote. Il y a aussi le fait que ça soit une épidémie de l'autisme, et là, donc évidemment, le microbiote, donc ça ne peut plus être génétique, c'est le microbiote. Donc moi, je pense que c'est une question extrêmement importante, qu'il va falloir que vraiment des organismes de recherche puissent travailler, mais chez l'homme, pour essayer de voir si effectivement, en particulier tôt chez les enfants, donc on a des projets maintenant où on regarde les enfants qui sont à risque, dans des familles où il y a déjà un enfant autiste, malheureusement la récurrence c'est à peu près 20%. Et donc on regarde ces enfants qui sont depuis tout très jeunes. Et là on pourra regarder le microbiote avec des gens qui savent bien faire ça aussi, parce que c'est aussi une vraie... On me demande de faire le microbiote. Alors, en plus, je suis à Pasteur, donc c'est un peu... mais je serais ravi de participer, mais ce n'est pas mon domaine, quoi. Donc, si j'interprète ce que j'ai entendu, la communauté est pour le moment sceptique mais ouverte. Il y a des gens qui pensent que c'est déjà ça. Il y en a d'autres qui sont sceptiques, quoi. Moi, je reste scientifique. Ouais. Ouais, avoir une mesure quantitative de l'autisme, premièrement, comment, et qu'est-ce que tu verrais que ça pourrait apporter concrètement dans les analyses d'associations?
En fait, pour l'instant, en tout cas, ce qui est complètement... c'est assez nouveau, la génétique de l'autisme. Donc, et pour l'instant, les chercheurs ont une feuille Excel avec atteint, pas atteint. D'accord ? Et donc, dans certains travaux, il y a la déficience intellectuelle, ou en tout cas le QI, qui permet un peu de stratifier avec déficience ou pas. Mais enfin, ça reste très, très, très binaire. Alors qu'on sait que l'autisme est extrêmement variable. Donc, on a des données quantitatives au niveau psychologique, mais on pourrait avoir des données quantitatives au niveau de l'IRM, de l'EEG, d'autres données quantitatives. J'espère que ça donnera quelque chose. Et la variabilité, c'est le même trait ou plusieurs traits? C'est parce que ça aussi, ça peut être... C'est assez fractal, parce que même dans les patients SHANK3, qui sont mutés dans SHANK3, il y a des enfants très très sévèrement atteints et des enfants moins sévèrement atteints. Donc, et là, le nouveau projet de recherche du laboratoire, c'est vraiment sur la résilience. On va essayer de comprendre. Quelquefois, je vois des personnes, je me dis, quand je vois le génome, il est autiste ou il a une déficience intellectuelle. Et en fait, c'est un papa ou une maman, et il s'en est sorti. Ou en tout cas, il est moins atteint. Et donc, on va essayer de comprendre un peu de cette pénétrance incomplète ou cette inexpressivité variable. C'est rare quand même. Donc, une dernière question courte, s'il vous plaît, avec une réponse aussi courte. Margaret. Je ne sais pas si c'est facile de donner une réponse courte, mais tu as souligné le fait que c'est un réseau de protéines qui influence le fonctionnement des synapses qui sont touchées. Mais est-ce que c'est un fonctionnement particulier de synapses? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet aspect-là? Alors, très court. D'abord, il n'y a pas que la synapse, il y a aussi le remodelage de la chromatine, mais enfin qui probablement directement va vers la synapse. Et ce que l'on voit, c'est que c'est passionnant parce que c'est vraiment l'activité, c'est activity dependent synaptogenesis. Donc la synaptogénèse, activité dépendante. C'est pas le réseau, c'est vraiment l'activité du réseau. Voilà. J'ai fait un rapide.